Les indications. Quand est-ce qu'on va traiter une hépatite B? Le contexte, bien sûr. Ah non, non, là, pardon, excusez-moi. Là, c'est quand est-ce qu'on peut utiliser les immunoglobulines aussi? C'est le contexte sexuel au partage de seringues avec sujet infecté, la contamination accidentelle par piqûre, blessure avec sang infecté chez les non vaccinés dans les 48 heures. Donc, c'est l'utilisation des immunoglobulines. Attendez, je vais revenir la diapo d'avant. Excusez-moi. Je n'y arrive pas. Très bien. Voilà. Alors, je vais revenir aussi, je vais vous dire. Alors, un peu. On a parlé du traitement, on a parlé des moyens de prévention, notamment ne pas partager des objets personnels, le port de gants et mesures d'hygiène et sécurité en milieu médico-chirurgical, l'utilisation de préservatifs. Attendez, je vais reprendre un peu plus. Voilà. Traitement préventif, mesures préventives à entreprendre, le contrôle du sang et de ses dérivés. Obligatoire, il ne peut pas y avoir de transfusion sans contrôle de sang. L'utilisation de matériel à usage unique, surtout pour vous en tant que dentiste. Et pour tout ce qui est médico-chirurgical, les décontaminations des objets réutilisables doivent être faites selon les normes de stérilisation et selon les moyens, j'allais vous dire, et les normes, les ISO-normes décrites récemment. On avance. Ne pas partager les objets personnels, le port de gants et mesures d'hygiène et sécurité, mesures d'hygiène et de sécurité en milieu médico-chirurgical, l'utilisation des préservatifs à chaque rapport sexuel ou pratique sexuelle. Il y a certaines pratiques qui nécessitent aussi, puisque je vous ai dit, la transmission se fait aussi par la salive et bien sûr par le lait maternel. Et pour la prévention, de façon générale, le personnel soignant, quel qu'il soit, doit être vacciné contre l'hépatite B avant qu'il rentre au niveau de n'importe quel service, n'importe quel laboratoire. Donc, c'est notre responsabilité à tous. Maintenant, je vous ai dit, on a parlé de la vaccination qui est déjà, pardon, on va admettre tout le monde, qui a été déjà, le vaccin de l'hépatite B a déjà été introduit dans le calendrier vaccinal algérien. Donc, normalement, d'ici une vingtaine d'années, cette jeune population sera tous et toutes vaccinés contre l'hépatite B. J'avance. Alors, pour les gens qui arrivent et qui n'ont pas suivi auparavant, là, je suis à la fin de l'hépatite B. Et donc, vous prenez le train avec nous, s'il vous plaît. L'une des moyens de prévention, ça reste l'immunothérapie passive. Donc, on va utiliser les IgG anti-HBS, toujours associées à la vaccination. Elle réduit l'incidence de l'hépatite B, à condition, bien sûr, elle réduit l'incidence de l'hépatite B à condition de réaliser moins d'une semaine après le contagion. Donc, dès qu'il y a contact, suspicion d'une contamination, il faut faire l'immunothérapie et faire un rappel un mois plus tard pour que ça puisse tenir. J'avance. L'indication, contexte sexuel au portage de seringues avec sujet infecté, contamination accidentelle, piqûre, blessure avec sang infecté chez les non vaccinés dans les 48 heures. Donc, quand on connaît le statut immunitaire de la personne, sachant qu'elle n'est pas vaccinée, ça rentre aussi dans l'âge. Par exemple, si on a 10 ans, à partir de 35 ans, 40 ans, donc il y a une grande probabilité qu'on n'a pas été vacciné pour X raisons. Et du coup, là, l'immunothérapie peut être une solution. Le nouveau-né de mère antigène HBS, on va lui donner des anticorps. Le sujet à risque en cours de vaccination, l'hémodialysé, les polytransfusés,
après transplantation hépatique chez un porteur chronique du virus de l'hépatite B. Donc, on va lui donner des anticorps systématiquement. La vaccination, ça va être à base des antigènes HBS recombinants, monovalents, bivalents, HBV et l'hépatite A, ou hexavalent avec le DT-coque. DT-coque, c'est la diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, hémophilus et HBV, l'hépatite B. Il existe 2 schémas. Ce que je vous demande, ce n'est pas de garder en tête le schéma vaccinal, je vous ai dit, ou bien le type de vaccin. La phrase clé, c'est un antigène, c'est un vaccin à base d'antigène HBS recombinant. Point. Après, si vous jetez un coup d'œil au calendrier vaccinal, vous allez voir quand est-ce qu'on vaccine et comment. Mais ce n'est pas à apprendre par cœur. Le schéma classique, je vous le donne. 3 injections à 1 mois d'intervalle, un rappel à 1 an, puis tous les 5 ans. Ça, c'est ce qui se faisait avant. Ça change et ça évolue. Donc, l'ancien schéma classique et connu, certains l'ont maintenu, 3 injections à 1 mois d'intervalle, un rappel 1 an après et tous les 5 ans. Il va y avoir une apparition d'anticorps rapide, donc on va préférer dans la population à risque. Deuxième schéma vaccinal, le nouveau, 2 injections à 1 mois d'intervalle, rappel à 6 mois, puis tous les 5 ans pour la vaccination de masse. Voilà le schéma qu'on est en train d'utiliser en ce moment. Enfin, on travaille généralement notamment pour le personnel de santé. Je vous ai dit, pour moi, toute personne ne peut pas intégrer un service, un laboratoire si elle n'a pas été vaccinée contre l'hépatite B. Donc, les chirurgiens dentistes, je vous invite vivement à voir vos vaccinations et notamment par rapport à l'hépatite B. L'indication systématique chez les nouveau-nés en Algérie, donc bien sûr à la naissance, 1 mois après et 5 mois après. Sujet à risque, personnel de santé, je ne cesse de le répéter, il y a beaucoup d'accidents, d'exposition au sang, de manipulation et ainsi de suite. Pour les transfusés, les dialysés, les toxicomanes, la famille des sujets infectés. Donc, généralement, quand on a quelqu'un qui a eu une hépatite B, on va tester toute sa famille pour voir s'il a contracté l'hépatite ou bien non. Et si ce n'est pas le cas, on va la faire vacciner pour la protéger. Nouveau-né de mère qui est antigène HBS positif. Voilà. Alors, je vous ai dit, la vaccination est primordiale. Normalement, vous êtes une génération, vous êtes une génération qui n'a pas encore été vaccinée. Vous devez demander il faut voir votre vaccination avant de commencer votre pratique de stage. C'est un conseil que je vous donne. Dans les pays développés, la vaccination contre le virus de l'hépatite B, contre le virus de l'hépatite B, elle largement été appliquée, a permis de réduire le nombre de nouveaux cas. Donc, l'intérêt de son, je ne sais pas si on peut dire universalisation, mais elle est devenue universelle. Malgré que, par exemple, en France, il y a eu beaucoup de, j'allais vous dire, une grande polémique, notamment par rapport à la sclérose en plaques. Il y a eu un problème majeur par rapport à cela. Dans les années 95 jusqu'à 2000, ils ont incriminé la vaccination de l'hépatite B. Par rapport aux études qu'ils ont pu faire, ils ont dit qu'eux étaient responsables de la sclérose en plaques. Et par la suite, vers la fin des années 2000, il y a eu des études où ils ont pris la même population. L'une, ils l'ont vaccinée, l'autre, ils ne l'ont pas vaccinée. Et dans les 2 populations, ils ont constaté que c'était le même nombre de personnes qui avaient fait une sclérose en plaques. Donc là, le vaccin, honnêtement, je pense qu'il est sûr, innocuité assurée. Donc, je sensibilise à maintes reprises par rapport à la vaccination. On passe au virus de l'hépatite D. Donc, on a fait le A, on a fait le B, on a fait le A, le E, le B. On va passer au D. A,
Et eux, on a dit transmission orofécale, on en a parlé auparavant. Je vous parle et je vous sensibilise par rapport aux courbes. Mémorisez bien les courbes, ça vous permettra de répondre par rapport aux réponses aux anticorps. J'ai précisé tout ce qui devait être gardé, tout ce qui était obligatoire de connaître et tout ce qui était nécessaire seulement pour la compréhension et ce n'est pas à apprendre. D'accord? On passe au virus de l'hépatite D. Alors, vous allez voir la particularité de ce virus. On l'appelle virus de l'hépatite D ou delta ou HVD. Est un virus à ARN négatif défectif du virus de l'hépatite B. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est nécessaire qu'il y ait une infection d'hépatite B pour que le virus de l'hépatite D se développe. Il utilise pour se répliquer l'enveloppe de l'hépatite B. Donc, quand on dit D, obligatoirement, il y a le B. Donc, soit c'est une co-infection, soit c'est une surinfection de l'infection par le virus de l'hépatite B. Il a le même mode de transmission du virus de l'hépatite B et complique l'hépatite B chronique. Donc, le mode de transmission, j'ai fait au niveau de la planche un tableau récapitulatif des différents moyens de transmission. Je parlais aussi transmission par la salive, transmission à travers le lait maternel. Donc, toujours les modes de même transmission. On ne peut pas parler d'hépatite D s'il n'y a pas d'hépatite B. La structure, donc la carte d'identité du virus, genre delta virus, le diamètre 36 nanomètres, alors que pour l'hépatite B, on a parlé de la particule de Dan qui est de 42 nanomètres. Et pour les filaments qui ne possèdent pas l'ADN bicaténaire circulaire partiel, donc les virions, que ce soit sphériques ou filamenteuses, on dirait des bâtonnets qui sont de 22 nanomètres. Là, c'est 36 nanomètres. L'ARN monocaténaire, alors que pour l'hépatite B, c'est un ADN bicaténaire, partiel, circulaire. Là aussi, il est négatif, l'ARN, il est circulaire. Il code pour deux protéines, donc small protéines et grande protéine, SHD et LHD. Elles sont associées au génome et portent l'antigénicité delta. Elles ont également un rôle de régulation de la réplication. La protéine SHD l'active et la protéine LHD la réprime et sert à l'assemblage. Le génome possède une variabilité importante. Il y a 3 génotypes. Donc, virus delta ou HDV, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai schématisé l'antigène HBS et j'ai une autre photo aussi. Hein. L'ARN HD, qui est un ARN négatif et qui est circulaire, et on a l'antigène HD. Voilà la deuxième image qui est plus claire. L'ARN qui est circulaire, la membrane lipédique sur laquelle, là, tout ce qui paraît rond, ce sont des antigènes HBS, glycoprotéines de surface de le virus de l'hépatite B. L'hépatite B ne peut exister sans l'hépatite B, tout simplement parce qu'elle a besoin de l'enveloppe de l'hépatite B. Les particules virales delta, donc vous voyez qu'il y a les grandes protéines HD et les petites protéines HD. Voilà la répartition géographique et la prévalence de l'infection par l'hépatite D. En Algérie, vous la voyez, elle est faible, d'une faible endémie de 10 à 20%. Ces données sont un peu anciennes, il n'y en a pas de plus récentes. Et bien sûr, qui dit cela dit obligatoirement l'association avec l'hépatite B. Le diagnostic direct, il va reposer sur quoi? Sur la recherche simultanée de quoi? De l'antigène HD par technique ELISA ou immunofluorescence. Je vous ai dit pour tout ce qui est technique virologique, diagnostic direct ou indirect, il faut revenir le cours pour le diagnostic virologique. Dans le sérum,
fugace ou l'immunofluorescence ou l'immunopyroxydase dans les biopsies du foie. Le génome viral, hybridation, PCR en temps réel ou RT-PCR, reverse transcriptase PCR. Il faut savoir toujours que la PCR, c'est le diagnostic de certitude pour les hépatites virales. Le diagnostic indirect. Anticorps anti-HD. Ça va être ELISA. Donc, au départ, pour tout ce qui est direct, on va rechercher l'antigène, une partie du gène, du génome viral pour le diagnostic. Pour le diagnostic indirect, on va rechercher les anticorps, donc la réponse immunitaire. Par immunocapture, pour les IgM et compétition. Tout à l'heure, on a expliqué c'est quoi l'immunocapture. Pour les anticorps totaux, pardon, il y a un petit espace là. L'antigène HBS et l'anticorps anti-HBC IgM. Nota bene, si l'IgM anti-HBC est positif, ça veut dire que c'est une co-infection. Si l'IgM anti-HBC est négatif, ça veut dire que c'est une surinfection. Pour différencier la co-infection de la surinfection pour l'hépatite D, on va forcément rechercher des IgM anti-HBC. Positif co-infection, négatif surinfection. Donc, mémorisez bien cela. Génotypage par PCR ou par la RFLP. J'avance. Alors, interprétation. L'infection par le virus de l'hépatite D est recherchée chez le sujet, l'antigène HBS. Surinfection. Le diagnostic repose sur l'apparition d'une séroconversion de l'hépatite D chez un porteur chronique de l'antigène HBS. Elle va évoluer environ 10% des cas vers une hépatite fulminante. On va avoir une hépatite fulminante. Elle entraîne 60 à 70% une hépatite chronique active avec évolution rapide vers la cirrhose. La vérémie précède l'apparition des anticorps anti-HDV. La détection de l'antigène HDV est transitoire, prolongée chez l'immunodéprimé, suivie de l'apparition des anticorps IgM, IgG à titre élevé. L'IgM anti-HBC va être négative. Là, ça veut dire que c'est une co-infection. Alors, la co-infection, diagnostic évoqué devant une cytolyse hépatique. Le diagnostic repose sur les marqueurs du virus de l'hépatite D, anticorps anti-HD, qui vont apparaître 2 à 3 semaines après le début des symptômes. Attendez, je vais vous montrer le graphe, c'est plus clair. Donc, là, on a une hépatite aiguë. Là, on a une hépatite chronique. Pour le premier grade, vous avez l'antigène delta qui est là, l'ARN delta, quand on les recherché, qui est très élevé, et l'IgM anti-HD qui est là. Là, dès l'apparition de l'IgM, il y aura un début de descente pour l'ARN delta, ce qui traduit une hépatite aiguë. Pour l'hépatite chronique, donc l'antigène delta est toujours là, l'ARN delta, il va être en plateau, il va être élevé, il va persister, donc le virus est en train de se multiplier. L'IgM anti-HD apparaît mais ne disparaît pas, il va rester positif. L'IgG anti-HD va apparaître et va rester aussi. Là, l'hépatite chronique qui va évoluer certainement vers une cirrhose ou un cancer du foie. D'accord? Je reviens à la planche. Je reprends pour les gens qui viennent d'arriver. Donc, la réinfection et la co-infection. Surinfection, ça va être le diagnostic repose sur l'apparition d'une séroconversion HBV, donc il était négatif, il devient positif, chez un porteur chronique d'antigène HBS. Donc l'antigène HBS, il est là, et l'antigène HBV, il va être positif. Évolue environ dans 10% des cas vers les hépatites fulminantes. Elle entraîne 60 à 70%
dans 70% des cas, une hépatite chronique active avec évolution rapide vers la cirrhose. Quand on arrive à l'hépatite fulminante, il nous faut une transplantation hépatique. La virémie précède l'apparition des anticorps anti-HDV. La dégradation de l'antigène HDV est transitoire, prolongée chez l'immunodéprimé, suivie de l'apparition des anticorps IgM et IgG à titre élevé. L'IgM anti-HBC, par la suite, va se négativer. Pour la co-infection, le diagnostic évoqué devant une cytolyse hépatique, donc repose sur les marqueurs d'abord du virus de l'hépatite D. Anticorps anti-HD apparaissent 2 à 3 semaines après le début des symptômes. L'IgM prédomine, donc il reste. L'antigène HBS, bien sûr, il est toujours présent. Il reste positif. Les IgM anti-HBC qui sont toujours positifs. L'antigène HB est rarement détecté à cause de sa fugacité. Donc, il apparaît, il disparaît comme le graphe. Pour garder, j'allais vous dire, la co-infection, la surinfection, il faut mémoriser les graphes. Seulement 5% des patients co-infectés évoluent vers la chronicité. L'inhibition de la réplication du virus de l'hépatite B par le virus de l'hépatite D. Voilà le graphe que je viens d'expliquer. Le traitement antiviral est peu efficace, donc l'interféron alpha généralement on va donner. Il est indiqué en cas d'hépatite fulminante ou chronique du virus de l'hépatite D. La transplantation hépatique en cas d'hépatite fulminante ou cirrhose. C'est le meilleur pronostic que l'hépatite B seule. Donc, quand on a une hépatite fulminante liée au virus de l'hépatite D, le pronostic est meilleur que si c'était seulement à l'hépatite B. La prévention rejoint celle de l'hépatite B, donc c'est la même prévention. Vaccination contre le virus de l'hépatite B. Si on est vacciné contre l'hépatite B, on ne peut pas avoir d'hépatite B. Un vaccin contre le virus de l'hépatite B pour les porteurs chroniques du virus de l'hépatite B est à l'étude à base de protéines small HD recombinantes. Pour les sujets déjà infectés par le virus de l'hépatite B, évitez les surinfections par le virus de l'hépatite B par des mesures d'hygiène. Donc, vous voyez, en se vaccinant contre l'hépatite B, on va se protéger contre l'hépatite D aussi. On passe au virus de l'hépatite C, qui est assez long. Alors, carte et classification de notre virus. C'est un virus ARN, famille des Flaviviridae, genre Hepativirus. Découverte récente en 1989 grâce à la biologie moléculaire. La structure, petit virus de 55 à 65 nanomètres de diamètre. L'enveloppe, elle est lipidique où sont ancrées 2 glycoprotéines, E1 et enveloppe, l'abréviation E1 et E2. La capside, elle est protéique icosaédrique formée par des polymérisations de la protéine de la capside C. Le génome, c'est un ARN simple brun linéaire de polarité positive qui est d'environ 9,6 kilobases. Et vous n'avez pas besoin de connaître, j'allais vous dire, le détail. Il suffit de garder que c'est un ARN simple brun linéaire de polarité positive. Je répète, je l'ai dit auparavant, mais pour les gens qui n'ont pas assisté au préalable, quand on parle de structure d'un virus, c'est très important parce que par la suite, ça va nous aider dans l'interprétation de la sérologie et l'apparition des anticorps. Donc, et vous gardez toujours les éléments les plus importants. Je le rappelle, la structure de l'HCV, donc 55 nanomètres à 65 nanomètres. J'ai essayé de schématiser la chose pour que vous le gardez en tête. J'ai fait la même chose avec l'hépatite B. Vous avez l'enveloppe, vous avez la capside, vous avez le génome qui est un ARN de polarité positive, et au niveau de l'enveloppe, vous avez les protéines E1 et E2. C'est clair? Le génome comprend 2 régions non codantes en 3' et 5', et un cadre ouvert de lecture. Ça, ce n'est pas à apprendre, c'est pour comprendre. La région 5' non codante, elle va contenir les séquences les plus conservées. La plus grande partie de cette région est formée de structures secondaires et tertiaires, formant une succession de tiges et de boucles.
qui sert de site interne d'entrée du ribosome sur le génome au cours de la traduction. Le cadre ouvert de lecture, je dis, il y a deux régions codantes sur un seul cadre ouvert de lecture. Il est formé de 8 gènes et code 10 protéines virales. Les gènes sont le gène C, E1 et E2 bien sûr, qui vont coder pour la protéine structurale. Les gènes de protéines non structurales codent des protéines non structurales. Il y en a différents types, on ne connaît pas forcément toujours leur rôle. Voilà comment on peut schématiser simplement l'organisation du génome de l'HCV. J'ai schématisé tout à l'heure le génome de l'hépatite B. Donc, vous voyez la grande différence. Déjà, ADN, ARN, double brin bicaténaire, là, c'est un simple brin ARN positif. Vous voyez, vous avez vos gènes qui codent pour chaque partie. La traduction, on va avoir une polyprotéine qui est un précurseur. Par la suite, on va avoir des enzymes, des protéases cellulaires qui vont dégrader ces polyprotéines et qui vont nous former les éléments de notre virus. Pour C, c'est la capside. E1 et 2, ce sont les protéines qu'on retrouve au niveau de l'enveloppe. Pour les autres différentes protéases virales, va vous donner différentes enzymes. J'avance. La région 3' non codante comporte 3 régions successives de 5' à 3', région non traduite, région poly-U, région 3' terminale, région X, qui est repliée en 3 tiges boucles successives possédant un rôle important dans quoi? Dans l'initiation de la synthèse du brin négatif lors de la réplication et dans la régulation de la traduction des protéines virales. Ce n'est pas à apprendre. Ah non, non, ça va, je vous remercie. Ah oui, oui. Par contre, je n'ai pas vu leurs questions. À la fin, peut-être. Oui. Normalement, ça va clignoter avant s'il y a des questions. D'accord. Par la suite, d'accord. Ah, c'est ça, d'accord. Vous voulez enchaîner? Ah oui, oui, j'enchaîne. Ah oui. Donc, d'accord. Très bien. Il nous reste en 10 minutes. Donc, dès qu'on termine les 10 minutes, je vais réenchaîner. Donc, ne partez pas, s'il vous plaît. Hein. On termine l'hépatite C et l'hépatite G et on terminera avec les hépatites. Je vous répondrai à vos questions et quels sont les éléments les plus importants à garder aussi en tête. Donc, je vous ai dit région non traduite, région poly-U, région 3', terminale, région X. L'important, c'est quoi? L'initiation de la synthèse du brin négatif lors de la réplication et la régulation de la traduction des protéines virales. Cycle réplicatif de l'hépatite C, la cible principale est l'hépatocyte, on est dans les hépatites, donc c'est normal, et certaines cellules mononucléées du sang, lymphocyte B notamment. Le cycle de multiplication est mal connu car pas de système de culture in vitro. Tout à l'heure, je vous ai dit aussi que l'hépatite B n'a pas de milieu cellulaire à multiplication. Alors deux participants ont levé la main. La fixation sur les récepteurs cellulaires d'abord, par analogie avec les Flaviviridae, on suppose qu'après endocytose, la capside virale est libérée dans le cytoplasme. Deuxième étape, c'est la décapsidation. L'ARN viral va servir, bien sûr, d'une part d'un ARN messager pour la synthèse des protéines et d'autre part comme matrice pour la réplication puisque c'est un ARN de polarité positive. La réplication, l'ARN polymérase synthétise à partir du génome un brin négatif qui sert de matrice pour la synthèse de nouveaux brins positifs qui seront encapsidés et enveloppés ou serviront de nouveaux ARN messagers pour la synthèse des protéines virales. Pour les cycles de multiplication, ce ne sont que des rappels parce que vous avez fait le cours de structure virale et multiplication. Encapsidation va suivre et bourgeonnement de la nucléocapside dans la lumière du réticulum endoplasmique
dans la lumière endoplasmique. Alors, oui. Et ou de l'enveloppe. L'expression va avoir lieu grâce à l'exocytose. Voilà un schéma récapitulatif des différentes phases de multiplication du cycle réplicatif du virus de l'hépatite C. La variabilité du génome. Donc, variabilité du génome est liée, c'est une caractéristique de l'hépatite C. Ce sont les erreurs commises par l'ARN polymérase qui ne vont pas être corrigées. C'est pour ça qu'on va avoir plusieurs différents génomes. L'émergence au cours du temps du génotype viraux. Il existe, pardon, excusez-moi, là c'est un peu plus, il existe 6 génotypes de 1 à 6 subdivisés en sous-types. Il y a plus de 70 sous-types désignés par des lettres minuscules. Récemment, ils ont découvert un 7e génotype. Sur le plan épidémiologique, l'hépatite C constitue un problème de santé publique du fait de sa fréquence, 170 millions infectés dans le monde. Sa gravité, c'est le passage qui est augmenté, qui est élevé à la chronicité. Par rapport à l'hépatite B, on a dit 90 à 95% vont faire une hépatite B aiguë. Pour l'hépatite et 5 à 10%, ils vont faire une hépatite chronique. L'hépatite C, le passage vers la chronicité est très élevé. Sa gravité, donc je vous ai dit, on va aller vers un carcinome hépatocellulaire. Voilà la prévalence de l'hépatite C. C'est une image qui date de 2017 quand même. Hein. Donc, vous voyez que l'Algérie est inférieure à 1%, mais peut-être dans d'autres parties du monde, le nombre est beaucoup plus élevé. Il faut savoir, par exemple, un chirurgien au cours de sa carrière a 10% de chances de contracter l'hépatite C. Génotype et mode de transmission. Certains génotypes sont corrélés au mode de transmission. Génotype 1B et 2A et transmission sanguine. Les génotypes 1A et 3A et toxicomanie. Ce n'est pas pour apprendre, c'est seulement pour savoir le rôle du génotypage. Donc, ça nous a permis que le plus souvent, les types d'hépatite C qu'on retrouve lors de transfusion sanguine sont des 1B et 2A. Et pour les toxicomanes, c'était les 1A et 3A. La connaissance du génotype est importante car ce dernier conditionne le pronostic et la réponse thérapeutique. Les souches ayant plus de 70% d'homologie appartiennent à la même espèce. Les souches ayant supérieur à 80% d'homologie appartiennent au même sous-type. La distribution en quasi-espèce à l'origine de la persistance de l'infection et résistance aux antiviraux et difficulté de mettre au point un vaccin. La physiopathologie, elle reste incertaine concernant la persistance virale, pourcentage élevé de passage à la chronicité, le mécanisme des lésions hépatiques. La persistance virale peut être expliquée par quoi? D'abord, elle peut être expliquée par un échappement à la réponse immunitaire due à la distribution en quasi-espèce. Elle peut être aussi définie par la diminution de la réponse immunitaire, la diminution de la réponse immunitaire suite à l'infection des cellules lymphocytaires. Donc, ce sont des hypothèses qui ont été émises. Les lésions hépatiques sont probablement liées à la réponse immunitaire. Et enfin, le virus possède un pouvoir oncogène. Le mode de transmission, et c'est ce qui vous intéresse le plus, autrefois c'était la transfusion sanguine parce qu'il n'y avait pas un contrôle des poches de sang. Maintenant, ce n'est plus le cas. Principalement, c'était le mode de transmission. Actuellement, c'est la toxicomanie. Principal mode de transmission. D'autres modes restent possibles. Transmission intrafamiliale, partage d'objets personnels, je l'ai dit tout à l'heure, les ciseaux, les rasoirs, parfois les serviettes, donc il faut éviter. Transmission professionnelle, piqûre en prélevant un malade positif, les soins dentaires, j'insiste par rapport à cela. Transmission sexuelle, présence de lésions génitales ou co-infection avec le VIH. Je vais faire une planche comme je l'ai fait pour l'hépatite B, VIH et co-infection. Virus présent dans le sang menstruel des femmes infectées.
mais absent dans le sperme. Transmission mère-enfant dépend de la charge virale et du mode d'accouchement. Donc, il est inférieur à 10% si la charge virale elle est positive et de 20 à 30% en cas de co-infection avec le VIH. Transmission lors de l'allaitement en cas d'érosion du mamelon et transmission des soignants soignés, les dentistes, les chirurgiens. Je vous ai dit tout à l'heure un chirurgien, j'inclus dans le chirurgien dentiste a 10% de chance de contracter une hépatite C si, enfin, dans sa pratique, au cours de sa carrière. Certains gestes médicaux ou autres, exemple l'endoscopie, le cathétérisme, l'acupuncture, les piercings, les tatouages, les coiffeurs par ciseaux, par lame, voilà, les barbiers, tous ces moyens, ce sont des moyens à haut risque de transmission de l'hépatite C. L'histoire de la maladie, j'ai essayé de reprendre le même graphe par rapport à comme l'hépatite B. Donc, la contamination, 4 à 12 semaines donc d'incubation. On a une hépatite aiguë. Il n'y a que 20% de guérison, alors que pour l'hépatite B, c'était 90 à 95% de guérison. 80% des infections de l'hépatite C passent à la chronicité. 95%, c'est de l'hépatite chronique. Et 5%, ça va être un portage sain. Parmi les hépatites chroniques, 10 à 20% vont faire une cirrhose avec des facteurs prédictifs de consommation d'alcool, l'âge supérieur à 40 ans, l'immunodépression. On a 3 à 5% par an de carcinome hépatocellulaire. Vous voyez la gravité de la chose décrite par l'histoire de la maladie. Après contamination, l'incubation est de 4 à 12 semaines, je l'ai répété. Pour l'hépatite B, c'est 30 jours jusqu'à 120 jours. La vérémie précoce, 2 à 5 jours. La transaminase augmentation, souvent, c'est normal. Je vous ai dit tout ce qui est hépatite, donc les transaminases vont être très élevées.